Le 19 janvier 1547, Henri VIII se trouvait au palais de Whitehall à Westminster, en Angleterre. À 55 ans, sa santé déclinait depuis longtemps, tant physiquement que mentalement, et il savait qu'il mourrait bientôt. Mais avant que cela n'arrive, il y avait une dernière personne qu'il devait tuer. Malgré son obésité extrême et une maladie qui couvrait son corps de furoncles douloureux, remplis de pus, le roi Henri ne se concentrait pas, dans ses derniers jours, sur la préservation de sa santé, mais plutôt sur son héritage. La première épouse de Henri VIII était Catherine d'Aragon. Ils se sont mariés en 1509 et, selon tous les témoignages, il l'aimait profondément. Ils ont eu 6 enfants ensemble, mais une seule a survécu, et c'était une fille. Cependant, pour assurer sa descendance, Henri pensait qu'il lui fallait un garçon. À la fin des années 1520, il était clair que Catherine ne pouvait plus avoir d'enfant. Bien que cela ait probablement été douloureux pour lui, Henri a demandé la permission au pape d'annuler son mariage afin d'épouser Anne Boleyn, l'une des dames de compagnie de Catherine. Le pape, cependant, refusa cette demande, poussant Henri à se proclamer chef de l'Église d'Angleterre, une décision qui allait déclencher la réforme anglaise. Libérée de l'autorité de Rome, l'Église d'Angleterre accorderait l'annulation à Henri et le marierait à Anne. Elle aussi, cependant, échoua à donner un héritier mâle, et Henri la fit décapiter en 1536. Plus tard cette année-là, il épousa Jane Seymour, et en octobre 1537, Jeanne donna enfin à Henri le fils dont il avait tant besoin, le futur roi Édouard VI. Mais alors qu'il était mourant au palais de Whitehall, Henri s'inquiéta que 2 de ses ennemis complotent pour voler le trône à Édouard et rendre le contrôle de l'Église d'Angleterre au pape. L'un des hommes en question était un autre Henri Howard, fils de Thomas Howard, le 3e duc de Norfolk, qui était également l'oncle d'Anne Boleyn. Henri Howard avait la réputation d'être un catholique profondément religieux, ainsi qu'un soldat compétent au tempérament vif. Ce qui inquiétait davantage Henri VIII, cependant, c'est que Howard descendait de 2 rois, Édouard Ier et Édouard III. Cela signifiait qu'il avait une légitime revendication au trône et on pouvait croire qu'il convoitait la couronne. Howard avait récemment incorporé les armoiries royales d'un ancien roi, Édouard le Confesseur, dans son propre blason personnel. Bien qu'il y ait eu droit légalement, cela était considéré comme un geste orgueilleux et provocateur envers la couronne. Il a également essayé de convaincre sa sœur, Marie, de séduire le roi et de devenir sa maîtresse, afin qu'elle puisse exercer autant d'influence sur lui que Madame. Dayton n'en exerçait auprès du roi de France en faisant référence à Anne de Pisseleu, la duchesse Dayton, et maîtresse très influente du monarque français, François Ier. Marie, qui épousera par la suite le fils illégitime du roi, Henry Fitzroy, duc de Richmond et de Somerset, a refusé. Avec sa mère et la maîtresse de son père, elle témoignera plus tard, ce qui conduira à l'arrestation et au procès de son père et de son frère pour trahison. Henri Howard nia les accusations portées contre lui, mais il aurait du mal à prouver son innocence. À cette époque, les accusés de trahison n'étaient pas autorisés à connaître les preuves retenues contre eux avant le procès et ils ne pouvaient pas avoir d'avocat. Cela signifiait que Howard devrait trouver des réponses aux accusations portées contre lui sur le moment, sans aucune préparation, sans possibilité d'enquêter, ni liberté d'interroger les témoins. Comme on pouvait s'y attendre, le 13 janvier 1547, Henry Howard et son père furent tous 2 reconnus coupables et condamnés à mort. On ignore s'il prévoyait réellement de voler le trône au jeune Édouard, mais il est fort probable que tout ce complot n'ait existé que dans l'esprit paranoïaque du roi Henri, qui avait été brisé plusieurs années auparavant. Jeune homme, Henri était connu pour être sportif, charmant et même généreux. Cependant, le 24 janvier 1536, alors qu'il avait 44 ans, Henri fut projeté de son cheval lors d'un tournoi de joute au palais de Greenwich. Il était en armure complète à ce moment-là et le cheval, qui portait également une armure, est tombé directement sur lui. Les récits diffèrent quant à ce qui s'est exactement passé ce jour-là, mais celui sur lequel les historiens s'appuient le plus souvent affirme qu'Henri est resté inconscient pendant plus de 2 heures
et l'on pensait que ses blessures seraient probablement mortelles. On dit que la nouvelle a tellement choqué Anne qu'elle a fait une fausse couche de l'enfant qu'elle portait, un garçon. Henry, cependant, n'est pas mort. Il a survécu miraculeusement, mais il ne fut plus jamais le même. D'une part, l'accident a provoqué de graves problèmes physiques qui allaient le tourmenter pour le reste de sa vie. Mais peut-être plus gravement, le roi semble avoir subi une sorte de lésion cérébrale qui a radicalement changé sa personnalité. Dès lors, il devint un tyran vicieux, cruel et totalement paranoïaque. Ce n'était pas la seule blessure sportive qu'Henry ait subie. Un accident de joute antérieure lui avait laissé un problème de migraine chronique, et il s'est blessé à un pied en jouant au tennis. Pendant ce temps, dans le but de montrer ses mollets musclés, le jeune Henry avait pris l'habitude de porter des jarretières serrées sur ses jambes. Ces jarretières étaient peut-être la cause de 2 ulcères variqueux qu'il a contractés, qui ont été aggravés par l'incident de joute et ne se sont jamais guéris. Contraint d'abandonner la joute et les sports après son expérience de mort imminente, Henry, qui s'ennuyait, a commencé à manger pour passer le temps. Certaines sources affirment même qu'il prenait 13 repas par jour, se goinfrant de plats comme du poulet, du bœuf, du lapin, de l'agneau, du paon et du cygne. En même temps, il buvait d'énormes quantités de vin et au moins 10 pintes de bière par jour. Il a donc rapidement pris du poids, et bien qu'on ne puisse le prouver, beaucoup d'experts pensent qu'il souffrait probablement d'un diabète de type 2 non traité. Quoi qu'il en soit, ce mode de vie a eu des conséquences au fil des années suivantes, et Henry est devenu obèse. À la fin, son tour de taille faisait 137 cm et son poids environ 160 kg, soit 350 livres. Ses plaies continuaient également à s'infecter, et lorsqu'il était à l'article de la mort, les médecins devaient les cautériser à plusieurs reprises avec des fers chauds pour brûler les tissus infectés. Il avait également besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer et ne pouvait atteindre les étages supérieurs du palais qu'au moyen d'un treuil spécial installé expressément à cet effet. Parallèlement, ses humeurs oscillaient fortement, alternant violence, paranoïa et parfois quelque chose qui rappelait le séduisant homme de la Renaissance de sa jeunesse. Par exemple, seulement 2 ans avant sa mort, la veille de Noël 1545, il prononça ce qui allait être son dernier discours devant le Parlement, et d'après tous les témoignages, il était au sommet de sa forme. Il appela humblement son pays à s'unir dans l'esprit de l'unité chrétienne et réprimanda le clergé pour avoir œuvré contre cet objectif. Mais c'était probablement une mise en scène. À ce moment-là, ceux qui le voyaient chaque jour savaient qu'en réalité, il était un homme brisé. Malgré sa litanie de problèmes physiques et mentaux, cependant, Henry restait absolument déterminé à protéger les droits de son unique héritier mâle au trône. Mais cela n'allait pas être facile. Le conseil privé d'Henry s'était depuis longtemps divisé en 2 factions opposées. D'un côté, il y avait les réformateurs religieux menés par la famille Seymour, la famille Dudley, la nouvelle reine d'Henry, Catherine Parr, et l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, entre autres. De l'autre côté se trouvaient les traditionalistes, dirigés par l'évêque Stephen Gardiner et soutenus par Thomas et Henry Howard. Henry, devenu très paranoïaque, sentait qu'il ne pouvait faire confiance à aucun d'entre eux. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour les monter les uns contre les autres, et il tenterait d'employer une stratégie similaire pour protéger le jeune Édouard après sa disparition. Le testament d'Henry prévoyait que son fils soit conseillé par un conseil de régence composé à la fois de protestants et de catholiques, dans l'espoir que chaque groupe surveille l'autre, empêchant ainsi l'un ou l'autre de s'emparer du pouvoir au détriment d'Édouard. Ce conseil de régence inclurait plusieurs membres du conseil privé d'Henry, mais il ne leur faisait toujours pas vraiment confiance. Pas plus tard que le 26 décembre 1546, par exemple, Henry modifia son testament pour retirer l'évêque Gardiner du futur conseil de régence. C'était un changement important, car cela faisait pencher l'équilibre du futur conseil, même légèrement, en faveur des réformateurs. Il convient de mentionner que les historiens ont noté qu'à ce stade, Henry avait cessé de signer les documents et s'était mis à les tamponner, ce qui ouvre la possibilité que le changement ait en réalité été effectué par quelqu'un d'autre ayant accès au tampon, quelqu'un qui favorisait les réformateurs. Aussi intrigante que soit cette possibilité, cela reste néanmoins une spéculation invérifiable, et il est tout à fait possible, voire probable, qu'Henry ait lui-même effectué ce changement. Après tout, sa méfiance envers son entourage était si profonde qu'à un moment donné, en 1546, il fit même rédiger un mandat d'arrêt contre sa propre reine.
Cependant, il refusa de le faire exécuter après qu'elle se soit excusée pour ses opinions prétendument hérétiques et ait juré de ne plus jamais le contredire. Henry Howard, en revanche, n'aurait pas cette chance. Le 19e janvier, il fut décapité sur Tower Green. Cela laissait son père, Thomas Howard, comme la seule menace restante pour le jeune Édouard et le dernier homme que Henry devait éliminer pour protéger son héritier et consolider son héritage. À cette fin, le 27 janvier, Henry donna son accord pour la mort du duc par l'intermédiaire de ses commissaires royaux et l'exécution fut fixée au lendemain. Heureusement pour Howard père, cependant, la santé de Henry se détériora brusquement. À un moment donné, le 27, alors que les assistants s'affairaient à appliquer des potions et des cataplasmes sur les plaies du roi pour masquer la puanteur de son corps en décomposition. Sir Anthony Denny, le valet de chambre qui aidait Henry à s'habiller, remarqua que l'état du roi se détériorait rapidement. La reine ainsi que les filles d'Henry avaient été envoyées à Greenwich pour la période de Noël après qu'une brève maladie liée aux plaies de ses jambes eût frappé le roi en décembre. Il se rétablit, mais à leur retour, elles se virent interdire l'accès aux appartements du roi. C'est donc à Denny qu'il revint d'informer le roi que sa fin était proche et qu'il devait s'y préparer en conséquence. C'était un geste audacieux, car prédire la mort du roi pouvait être considéré comme un acte de trahison. Mais les signes étaient évidents, et même Henry n'était pas enclin à le nier. Denny demanda alors à Henry qui il devait faire venir, et Henry demanda qu'on envoie quelqu'un pour lui administrer les derniers sacrements. Selon Denny, Henry lui a dit qu'il croyait que le Christ, dans toute sa miséricorde, lui pardonnerait tous ses péchés, oui, même s'ils étaient plus grands qu'on ne peut l'imaginer. C'était quelque peu un euphémisme venant d'un homme que les historiens estiment avoir fait exécuter 72 000 personnes en Angleterre pendant son règne. Il a alors dit « Ce devrait être le docteur Cranmer, mais je vais d'abord dormir un peu, puis, selon comment je me sentirai, je réfléchirai à la question. » Ces mots furent les derniers prononcés par Henry. Lorsque l'archevêque Cranmer arriva, Henry avait perdu l'usage de la parole. Cependant, selon Cranmer, lorsqu'il supplia le roi de lui donner un signe qu'il mourait dans la foi du Christ, Henry serra sa main, lui indiquant ainsi son assentiment. Henry quitta ensuite cette vie terrestre au petit matin du 28 janvier. La mort d'Henry fut gardée secrète du monde entier pendant 3 jours entiers. Son corps resta à pourrir dans son lit, tandis que les serviteurs continuaient d'apporter ses repas dans ses appartements avec le faste et le cérémonial habituel. On ignore la raison exacte, mais on suppose que la haute société voulait d'abord manœuvrer et s'assurer du pouvoir avant l'annonce publique. Pour appuyer cette supposition, il faut noter que pendant cette période, le Conseil de Régence a profité d'une clause de don non exécutée dans le testament d'Henry pour se distribuer des terres et des honneurs, ainsi qu'à d'autres membres de la cour. Au même moment, Édouard Seymour, premier comte de Hertford, prit en charge le nouveau roi, Édouard VI, qui n'avait alors que 10 ans. En violation des souhaits d'Henry selon lesquels la régence de son fils devait être gérée par le Conseil de Régence qu'il avait lui-même choisi, Hertford fut presque immédiatement nommé Lord Protecteur par le Conseil privé. Il est largement admis que Hertford a conclu des accords privés avec d'autres membres du Conseil de Régence pour obtenir cette nomination, mais cela n'avait pas d'importance. Dans les faits, ce titre faisait de Hertford le nouveau roi, jusqu'à ce qu'Édouard soit assez âgé pour régner en son propre nom. Ce ne serait pas le seul souhait d'Henry à être ignoré, et malgré le fait que 3 de ses enfants monteraient sur le trône, le grand tombeau que Henry désirait pour sa sépulture ne serait jamais achevé. À la place, il fut enterré dans une tombe anonyme aux côtés de la mère d'Édouard, Jane Seymour, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Au même moment, le conseil privé du roi, souhaitant éviter de commencer le règne d'Édouard dans le sang, annula l'exécution de Thomas Howard. Il fut plutôt emprisonné à la Tour de Londres, puis libéré par la suite sous le règne de Marie, la fille catholique d'Henry. Ainsi, son fils Henry Howard resterait à jamais dans l'histoire comme la dernière personne exécutée par Henri VIII. Quant au jeune roi Édouard, bien qu'il ait accédé au trône à l'âge tendre de 10 ans, son règne serait relativement bref. Il régnerait moins de 6 ans avant de mourir en juillet 1553 d'une maladie que les experts modernes soupçonnent d'avoir été la tuberculose. Il n'avait que 15 ans au moment de sa mort.
Dans une tentative de garder le trône hors des mains de sa sœur catholique, Marie-Édouard avait désigné sa cousine protestante, Lady Jane Grey, comme héritière. Jeanne, cependant, ne régnera que 9 jours avant que le conseil privé ne la remplace par la première fille d'Henri, Marie. La reine Marie régnera ensuite pendant 5 ans, période durant laquelle elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le contrôle de l'Église d'Angleterre à Rome. Elle mourra en 1558, sans avoir atteint cet objectif, et sera remplacée par sa sœur cadette. Et il s'avérera qu'Henri n'aurait pas besoin d'un fils pour assurer sa postérité. L'ère élisabéthaine avait commencé. Qu'as-tu trouvé de plus intéressant sur les derniers jours d'Henri VIII? Et quelles autres histoires sur les derniers jours aimerais-tu entendre? Dites-le nous en commentaire, sans oublier d'aimer et de vous abonner.